Chez Renault, l'innovation a toujours fait partie de l'ADN. Cependant, innover, c'est aussi prendre des risques. Et parfois, se brûler. Des projets lancés au mauvais moment, ou n'ayant pas rempli leurs promesses, commercialement, industriellement, voire philosophiquement. Renault en a connu. 5 modèles en particulier ont provoqué de véritables remises en question chez le constructeur. Si vous pensez tout savoir sur l'histoire de Renault, vous pourriez bien être surpris. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et avant de vous parler du plus grand flop qui fait honte à Renault 30 ans plus tard, je dois vous parler d'une erreur critique de Renault en 1971. Numéro 5, Renault 15-17, 1971. Au début des années 70, Renault rêve de proposer enfin un coupé populaire capable de séduire une clientèle jeune, un brin sportive, pas forcément fortunée. Le constructeur n'a plus de vrai coupé depuis la Floride Caravelle et regarde avec envie le succès de la Ford Capri, de l'Opel Manta ou encore de l'Alfa Romeo GT Junior. En 1971, la régie lance donc en grande pompe 2 modèles. La Renault 15, plus sage, et la Renault 17, plus sportive dans l'âme. Techniquement, c'est ambitieux. Dans les faits, ça ne prendra jamais vraiment. Les Renault 15 et 17 partagent intégralement leur base technique avec la Renault 12. Même moteur en porte-à-faux avant, même essieu arrière rigide. La 17 TS, par exemple, qui revendique fièrement son injection Bosch DG-Tronic, son moteur de 108 chevaux et ses freins à tambour à l'arrière, souffre d'un sous-virage chronique et d'une direction trop lourde. Même les amateurs de conduite rapide s'en plaignent car impossible de faire du talon-pointe efficacement à cause du pédalier mal conçu. Côté design, Renault tente une audace. Toit découvrable sur la 17, lignes anguleuses, vitres arrière en forme d'ouïe. Et à l'intérieur, c'est souvent décevant. Plastique dur, compteur peu lisible, tableau de bord parfois factice. Quant aux performances, elles peinent à convaincre face à la concurrence. La carrière commerciale sera mitigée. À peine 304 856 exemplaires produits en 8 ans pour les 2 modèles confondus. Et aux États-Unis, les pare-chocs XXL imposés par la réglementation défigurent complètement l'auto. Renault refera une tentative en 1980 avec la Fuego. Numéro 4, Renault Frégate. 1951. En 1951, Renault veut frapper fort. La marque vient de réussir un coup magistral avec la petite 4 chevaux, star de la reconstruction. Cependant, elle sait qu'il lui manque encore quelque chose. Un vaisseau amiral, capable de rivaliser avec les Peugeot 203, les Citroën Traction et les américaines qui roulent encore sur les routes françaises. Ce sera la Frégate, une grande berline ambitieuse, pensée comme le fleuron de la régie nationale. Et cette frégate va couler. L'histoire commence bien plus tôt. Dès 1941, Renault planche sur une berline 11 chevaux. Après la guerre, les cartes sont rebattues. Louis Renault est mort, l'entreprise est nationalisée et Pierre Le Faucheux prend les commandes. Il mise d'abord tout sur la 4 chevaux et les plans Ponce l'autorisent aussi à développer un modèle haut de gamme. Problème, le temps presse et les erreurs vont s'enchaîner. L'ingénieur Fernand Picard propose un premier projet audacieux avec moteur arrière. Le Faucheux le refuse. Trop risqué. On repart de zéro avec une propulsion à moteur avant. Sauf que l'échéance reste la même, le Salon de Paris 1951. Et entre-temps, le gouvernement menace d'interdire tout nouveau modèle à cause des tensions en Corée et en Indochine. La Frégate est donc présentée à la hâte, le 24 novembre 1950, sous forme de prototype. Et il reste moins d'un an pour tout finaliser. C'est trop court. Esthétiquement, la Frégate fait sensation. Les journalistes soulignent sa tenue de route, 4 roues indépendantes et un freinage hydraulique signé Bendix. Renault y croit dur comme fer. Les clients, eux, vont vite déchanter. Car sous le capot, le 4 cylindres de 2 litres ne développe que 56 chevaux SAE. C'est peu pour une berline de plus de 1200 kg. Et même avec les évolutions à 58, puis 60, puis 65 chevaux, la Frégate reste anémique. Pire, la mise au point bâclée entraîne des pannes à répétition. Fiabilité désastreuse. Retour concessionnaire fréquent. Il faudra attendre 1953 pour que les choses se stabilisent. La suite ressemble à une série noire. En 1955, Pierre Le Faucheux se tue au volant de sa Frégate. Le choc est modéré, mais une valise mal calée le tue. En 1960, Renault arrête les frais. Bilan, 180 463 exemplaires en 9 ans. Il faudra attendre 1965 et la Renault 16 pour qu'un modèle de la régie s'impose enfin dans cette catégorie. Numéro 3, Renault Fuego, 1980. Il y a des voitures qui arrivent trop tôt, d'autres trop tard. La Renault Fuego, elle, n'est jamais vraiment arrivée. Et ce, malgré le fait que tout semblait réuni pour qu'elle marque les esprits. À sa sortie en 1980,
Renault rêve de proposer un coupé à la fois moderne, racé et grand public. La Fuego doit succéder au Renault 15 et 17 avec un objectif clair: séduire les jeunes cadres dynamiques, amateurs de sportivité sans les ruiner. Elle repose sur la base technique de la Renault 18 et s'habille d'une carrosserie fastback élégante, en rondeur, avec un haillon vitré qui signe son identité visuelle. Sous le capot, on retrouve des motorisations déjà connues, du 1,4 litre au 2 litres, avec des puissances allant de 64 à 110 chevaux. Puis, à partir de 1983, Renault décide enfin d'implanter un turbo sous le capot. Le fameux Cléon Alu 1,6 litre turbo développe 132 chevaux pour 204 Nm de couple. Sur le papier, c'est quasiment équivalent à une Porsche 924. Renault ose la comparaison, et elle est assumée jusqu'au bout, jusque dans les détails esthétiques. Jantes BBS nid d'abeille, stickers turbo sur les ailes et la lunette arrière, volant 4 branches spécifiques, jauge de suralimentation, béquet, 4 freins à disque. La promesse est de mettre le turbo à portée du plus grand nombre. En 1984, les coupés généralistes n'ont plus la cote. Le public se tourne massivement vers les GTI, compactes, nerveuses, pratiques, ayant ringardisé les coupés de plus 2. La Fuego, avec sa ligne fluide mais peu agressive, son avant de Renault 18 et sa conception datée, arrive trop tard. Même sa version diesel, rare et méritante, ne changera pas la donne. Les ventes plongent, les cadences de production sont réduites. En juin 85, la Fuego quitte officiellement le catalogue. On continue d'en écouler, à prix cassé, jusqu'en 1992 dans certains pays d'Amérique latine. Au total, 265 367 exemplaires seront produits à Maubeuge. Ce n'est pas un échec total, mais c'est loin des attentes de Renault, qui espérait vendre 100 000 unités par an. En comparaison, la Volkswagen Scirocco, son équivalent allemand, dépassera les 500 000 exemplaires rien que pour la première génération. La Renault Fuego reste aujourd'hui une capsule temporelle des années 80, avec son intérieur noir, ses sièges pétales, ses couleurs criardes et ses plastiques omniprésents. Elle a ses défenseurs, elle a son charme et est également la démonstration d'un produit surtout mal compris. Numéro 2, Renault 14 1976. Nous sommes en 1976. Le paysage automobile français se transforme. La Renault 5 triomphe, la Citroën GS intrigue, la Peugeot 104 cartonne. Et dans ce marché en pleine mutation, une catégorie reste encore à définir, celle des compacts. Renault sent le coup venir. Il manque une voiture entre la petite R5 et la familiale R12. Une voiture moderne, compacte mais logeable, avec haillons, polyvalente et économique. C'est ainsi que naît la Renault 14, surnommée en interne Projet L. Cette compacte-là ne ressemble à rien d'autre, ni à une 304, ni à une Simca 1100. Avec ses lignes rondes, ses formes organiques presque biomorphiques, sa silhouette ventrue, elle intrigue, parfois séduit. Le design signé Robert Broyer casse les codes, trop et pas au bon moment. À l'arrière, son profil évoque, aujourd'hui avec du recul, une certaine Peugeot 205. Sous le capot, la R14 n'est pas en reste. C'est la première Renault équipée d'un moteur transversal. Et pas n'importe lequel. Le fameux moteur X issu d'un accord avec Peugeot. Le même bloc que celui de la 104, incliné à 72 degrés, avec boîte de vitesse lubrifiée en commun. Un choix technique intelligent qui, dans l'esprit des concessionnaires Renault, ressemble à un sacrilège. Ils n'apprécient guère l'idée de vendre une Renault motorisée par Peugeot. L'enthousiasme commercial est tiède, parfois franchement absent. S'ajoutent plusieurs handicaps. La corrosion d'abord, ensuite une sous-motorisation criante. Les 57 chevaux d'origine peinent à déplacer l'engin avec aisance, surtout chargé. Enfin, définitions indigentes, notamment sur la version L, dont l'austérité fait fuir les acheteurs. Tout cela aurait pu se corriger s'il n'y avait pas eu la publicité. Car ce que tout le monde retient encore aujourd'hui, c'est cette campagne désastreuse, la Renault 14, la poire qui a la pêche. La régie a voulu jouer sur la rondeur de la voiture et a oublié une chose essentielle. En France, personne n'a envie d'être une poire. Moquerie, mépris, ringardisation immédiate. L'image colle à la peau du modèle jusqu'à son retrait du marché. Malgré cela, en 7 ans, Renault vend près d'1 million de R14 et ouvre la voie au R9 et R11 bien plus calibrés. Numéro 1. Renault Safran Biturbo 1993. En 1993, Renault ose ce que plus aucun constructeur français ne tente aujourd'hui. Défier frontalement le haut de gamme allemand sur son propre terrain. Avec la Safran Biturbo, la marque aux losanges veut montrer qu'elle sait faire autre chose que les Clio ou des Express. Une machine de prestige à la française, en soi. Le but est de faire oublier la 25 et de séduire une clientèle exigeante au-delà des frontières. La Biturbo n'est pas une version de plus dans la gamme. Sa fiche technique impressionne.
Sous le capot, le bon vieux PRV V6, ici poussé à 2963 cm3, reçoit non pas un, mais deux turbocompresseurs KKK. 268 chevaux à 5500 tours minute, 365 Nm de couple à seulement 2500 tours minute, et une vitesse de pointe annoncée à 250 km/h. Une transmission intégrale, une finition baccarin en cuir pleine fleur, une suspension pilotée. Tout y est. Cependant, le rêve tourne vite court. Premier problème, le V6 PRV, aussi vaillant soit-il, ne fait pas le poids face aux V8 allemands. Une BMW 540i, une Mercedes E80, une Audi S4 4 litres 2 développent tout autour de 280 à 286 chevaux avec plus de 400 Nm de couple. Le PRV manque de souffle, surtout à haute vitesse. Et la transmission intégrale, si rare chez Renault, n'arrange rien, elle bride le moteur et plombe les performances. Deuxième problème, la fiabilité. Les amortisseurs pilotés sont capricieux, la boîte de vitesse dure comme du bois, la transmission intégrale connaît des défaillances chroniques. Les coûts d'entretien explosent, la cote s'effondre. Beaucoup de Safran biturbo finiront abandonnés en panne ou à la casse. Troisième problème, le prix. En 1993, la version RXE est affichée à 385 000 francs. La Baccarat dépasse les 435 000 francs. C'est plus cher qu'une 540i, qu'une E420, qu'une Audi S4. À ce niveau-là, l'écart n'est pas rattrapable. Enfin, le coup de grâce viendra en 1996 lors du restylage. Renault abandonne purement et simplement la transmission intégrale sur toute la gamme Safran. La biturbo, discrètement, disparaît du catalogue. Seules 806 unités auront été produites et aujourd'hui, très peu roulent encore. Le Safran biturbo, c'est le chant du cygne d'un constructeur qui croyait encore au haut de gamme. Un échec coûteux et profondément attachant. Le dernier tango de Billancourt. Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve très vite dans le garage français.